Bonjour, nous allons parler de l'hypertension artérielle de l'adulte. Le diagnostic clinique. Alors, on a une tension artérielle supérieure à 140 mm de mercure et ou 90 mm de mercure en diastolique, 140 en systolique et 90 en diastolique. Au moins 2 mesures lors de 3 consultations différentes sont nécessaires, sur une période de 3 à 6 mois. La prise correcte, elle se fait avec un brassard adapté chez un sujet au repos depuis au moins 5 minutes. Il ne faut pas qu'il ait pris de café ni de tabac dans l'heure précédant la prise et il faut la prendre aux 2 bras. On va rechercher une hypotension orthostatique, notamment chez le sujet âgé ou chez le diabétique. La MAPA ou l'automesure sont à privilégier pour confirmer une HTA suspectée en cabinet à cause de l'effet blouse blanche. La MAPA ou holter tensionnel va être contributif si on a une HTA. On a une HTA si on a une moyenne des pressions des 24 heures supérieure à 130 et ou supérieure à 80. L'automesure est la règle des 3. On a 3 mesures consécutives le matin, 3 mesures consécutives le soir, pendant 3 jours. Et on a une HTA si moyenne des chiffres supérieure à 135 et ou supérieure à 85. On a plusieurs catégories, donc la pression systolique normale va être inférieure à 140 et diastolique normale inférieure à 90 mm de mercure. L'HTA de grade 1, ça va être si on a une pression systolique entre 140 et 159 mm de mercure ou une pression diastolique entre 90 et 99. L'HTA de grade 2, ça va être entre 160 et 179 ou entre 100 et 109 pour la diastolique. Et l'HTA de grade 3, on va avoir une systolique supérieure à 180 et une diastolique supérieure à 110. Les étiologies. D'abord, il faut savoir qu'on a 12 millions d'hypertendus en France, dont 90% d'HTA essentiels. Sinon, on a l'HTA secondaire qui compte 10% des HTA avec l'HTA secondaire rénale qui peut être soit parenchymateuse, d'origine parenchymateuse avec néphropathie glomérulaire, tubulo-interstitielle ou polykystose rénale, soit venir d'une insuffisance rénale chronique. Et on a aussi l'HTA rénovasculaire par sténose athéromateuse de l'artère rénale ou par dysplasie fibromusculaire chez la femme jeune notamment. On peut avoir une HTA secondaire de cause endocrinienne avec un hyperaldostéronisme primaire, avec un adénome de Kohn par exemple, ou une hyperplasie bilatérale des surrénales. On peut avoir un hyperaldostéronisme secondaire dans le cadre de l'HTA sous pilule avec des œstrogènes ou de l'HTA rénovasculaire. On peut avoir un hypercorticisme dans le cadre d'un Cushing tumoral ou iatrogène. On peut avoir un phéochromocytome, NEM2A et 2B, von Hippel-Lindau ou neurofibromateuse de type 1. Et on peut avoir d'autres causes comme l'hyperthyroïdie, l'acromégalie. On peut avoir des étiologies vasculaires avec coarctation de l'aorte. On aura une HTA aux membres supérieurs. Ou toxiques avec l'alcool, la cocaïne, la glycyrrhizine, qui est contenue dans la réglisse ou le pastis. Ou avec les médicaments à cause des AINS, des corticoïdes, de la cyclosporine, de l'EPO, de la pilule œstroprogestative ou de l'adrénaline. Les HTA secondaires nécessitent un traitement étiologique et sont à évoquer en cas d'HTA résistante, définie par un échec malgré une trithérapie bien conduite contenant antiazidique. Elles sont aussi à évoquer chez le sujet de moins de 30 ans, ou en cas d'HTA de grade 3 ou sévère d'emblée, ou en cas d'HTA paroxystique dans le cadre d'un phéochromocytome notamment. Les complications, ça va être, elles vont résulter de 2 mécanismes. De 1, l'athérome et de 2, les conséquences de l'hyperpression.
L'athérome au niveau cardiaque et vasculaire, ça va donner un IDM, une AOMI, un anévrisme de l'aorte. Au niveau neurologique, ça peut donner un AVC ischémique. Au niveau rénal, ça peut donner une sténose des artères rénales. Et au niveau ophtalmologique, ça peut donner une NOIA par exemple. Les complications mécaniques au niveau cardiaque et vasculaire, ça va être la dissection aortique ou l'hypertrophie ventriculaire gauche. Au niveau neurologique, ça peut être l'hémorragie cérébrale. Au niveau rénal, ça va être la néphroangiosclérose. Et au niveau ophtalmologique, ça peut être la rétinopathie hypertensive. Le bilan clinique va rechercher des signes d'HTA secondaires. Avec l'interrogatoire, on va demander s'il y a une prise de médicaments comme la pilule ou de toxiques comme l'alcool ou la glycyrrhizine. On va demander s'il y a des antécédents personnels et familiaux de maladies rénales, cardiologiques ou endocrinologiques. À l'examen physique, on va rechercher une cause rénale avec auscultation lombaire. Si on entend un souffle, ça sera en faveur d'une sténose de l'artère rénale. On va voir si on palpe des gros reins, si jamais il y a une polykystose rénale. Et on va faire une BU pour voir s'il y a une protéinurie, une leucocyturie ou une hématurie. On va rechercher une cause endocrinologique avec des arguments pour un syndrome de Cushing, comme des vergetures pourpres, avec des signes d'hypokaliémie en faveur d'un hyperaldostéronisme, ou avec des taches cutanées caféolées de la neurofibromatose qui est une cause d'HTA via un phégochromocytome ou une sténose d'artère rénale. On va rechercher des signes de coartation aortique avec la pression artérielle fémorale diminuée et une abolition des poux fémoraux. Et on va faire une auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle. On va rechercher tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire pour évaluer le risque cardiovasculaire global. Et on va rechercher les complications liées à l'HTA en faisant un bilan d'athérome. Le bilan paraclinique, on a des examens systématiques, notamment la glycémie à jeun pour voir s'il y a une hyperglycémie révélatrice d'un diabète. On va faire l'exploration d'une anomalie lipidique. On va faire un ECG de repos avec peut-être des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, des séquelles d'infarctus du myocarde ou des troubles de la repolarisation. Une créatininémie avec estimation du DFG pour voir s'il y a une insuffisance rénale. Un ionogramme sanguin pour la kaliémie pour voir s'il y a une hypokaliémie secondaire à un hyperaldostéronisme. On va faire une BU pour voir s'il y a une protéinurie ou s'il y a une microalbuminurie recommandée uniquement chez les diabétiques. Les objectifs, ça va être la recherche des autres facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, la dyslipidémie. Ça va être de voir s'il y a un retentissement de l'HTA par l'hypertrophie ventriculaire gauche ou l'insuffisance rénale. Et ça va être de faire un bilan étiologique dans le cadre d'une HTA secondaire. Les autres examens seront orientés par l'examen clinique et les résultats du bilan initial. Le traitement, d'abord, il va falloir faire une consultation d'annonce avec pour objectif, les objectifs du traitement, ça va être de descendre la pression artérielle à moins de 140-90 mm de mercure. La cible est entre 130 et 139 mm de mercure associée à une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure chez tous les patients, y compris les patients diabétiques et ou avec une maladie rénale. On va faire un dépistage et une prévention de l'hypotension orthostatique, surtout chez le sujet âgé et le diabétique. Et chez le sujet de plus de 80 ans, on va viser une pression artérielle systolique inférieure à 150 mm de mercure sans hypotension orthostatique. On va donner des règles hygiéno-diététiques avec une consultation avec une diététicienne pour une enquête alimentaire, un régime adapté au poids, normaux ou hypocaloriques avec une perte de 5 à 10% du poids, et un régime équilibré avec 50 à 55% de glucides en évitant les glucides d'index glycémique élevé, 30 à 35% de lipides hypocholestérolémiants
avec un tiers d'acide gras saturé, un tiers d'acide gras monoinsaturé et un tiers d'acide gras polyinsaturé, et 15 à 20% de protéines en évitant l'excès de protéines animales. Il faut que le régime soit diversifié avec 5 fruits et légumes par jour. Il faut limiter la consommation d'alcool et on va faire un régime pauvre en sel avec 6 grammes de NaCl. On va lutter contre la sédentarité avec la pratique d'une activité physique adaptée. Maintenant, le traitement médicamenteux, ça va être un antihypertenseur avec 5 classes qui peuvent être utilisées en première intention. On a les IEC, les ARA2, les diurétiques, les bêta-bloquants et les anticalciques. Après 3 à 6 mois d'échec des règles hygiéno-diététiques ou en première intention si on a un risque cardiovasculaire élevé ou HTA de grade 3. Et il faut débuter par une monothérapie PEROS. On va faire une surveillance de l'efficacité et de la tolérance à 4-6 semaines. Si c'est inefficace ou mal toléré, on va changer de classe. Si c'est partiellement efficace, on va augmenter la dose et on va faire plus ou moins une bithérapie. Si c'est efficace et bien toléré, on va poursuivre à vie. On va envisager une bithérapie, voire une trithérapie si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint. Et le traitement sera à vie. On va faire une éducation thérapeutique avec nécessité d'observance, il ne faut pas arrêter le traitement. Une autosurveillance par automesure de la pression artérielle. Une information sur les risques de l'HTA et les bénéfices du traitement. Et on va bien signaler qu'il ne faut pas faire d'automédication. On va essayer de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire avec arrêt du tabac, traitement d'un diabète et d'une dyslipidémie. On va traiter les complications de l'HTA. On va faire un traitement étiologique si on a une HTA secondaire. La crise aiguë hypertensive, c'est une élévation rapide de la pression artérielle par rapport à sa valeur habituelle, avec souffrance viscérale, c'est une urgence hypertensive. On a une HTA maligne si on a une pression artérielle diastolique supérieure à 130 mm de mercure et une rétinopathie hypertensive avec un fond d'œil stade 3, une encéphalopathie hypertensive, un OAP et une dissection aortique. Tout ça, ça peut être des souffrances viscérales à cause de l'élévation rapide de la pression artérielle. Et sans retentissement viscéral, on peut avoir une poussée hypertensive de bronchopronostic. La conduite à tenir devant une crise aiguë hypertensive, c'est une urgence diagnostique et il faut rechercher les signes de gravité. Avec l'HTA maligne, on va faire un fond d'œil en urgence. Et pour l'encéphalopathie, on va voir s'il y a des céphalées, des acouphènes, une confusion, des convulsions, un coma, une hémorragie cérébrale ou méningée. Et on va discuter d'une tomodensitométrie cérébrale. Pour les signes de gravité cardiovasculaire, on va avoir des signes de dissection aortique, un angor, un OAP. On va faire une radiographie du thorax, un ECG, on va mesurer la troponine. Pour les signes hématologiques, on va avoir une microangiopathie thrombotique, une anémie hémolytique mécanique avec insuffisance rénale aiguë organique par nécrose tubulaire. On va faire une NFS, voir s'il y a une anémie et une thrombopénie. Les LDH seront augmentés. L'aptoglobine sera effondrée et on va faire un frottis à la recherche de schizocytes. L'hémostase, on va voir le TP, le TCA, le fibrinogène à la recherche d'une CIVD. On peut aussi avoir des signes de gravité rénaux avec syndrome polyuropolydipsique et insuffisance rénale aiguë le plus souvent fonctionnelle, parfois organique, par néphroangiosclérose maligne. On va faire un ionogramme, une créatinine et une protéinurie des 24 heures. On va rechercher un facteur déclenchant, ça peut être l'arrêt d'un traitement antihypertenseur, ça peut être des prises médicamenteuses ou toxiques et ça peut être un événement intercurrent comme la fièvre, la douleur, un AVC ou une attaque de panique.
Il faut rechercher une HTA secondaire, c'est 50% des cas de crise aiguë, notamment avec le phéochromocytome. On va voir la méthanéphrine et la norméthanéphrine urinaire. On va voir s'il y a un hyperaldostéronisme primaire par l'hypokaliémie, dosage de l'activité de la rénine plasmatique et de l'aldostérone plasmatique. On va voir si on a une HTA rénovasculaire par sténose de l'artère rénale avec écho-Doppler des artères rénales. Et on va voir si on a une néphropathie par la BU et la protéinurie des 24 heures. On va faire une prise en charge thérapeutique en cas de poussée hypertensive sans retentissement viscéral. On va recommander du repos, on va faire une surveillance, on va donner un traitement du facteur déclenchant, pas de traitement en urgence, et chez un patient sous antihypertenseur, on va réévaluer le traitement et l'éducation thérapeutique. En cas d'urgence hypertensive, on va faire une hospitalisation en urgence en réanimation. Le pronostic vital est engagé, on va faire une mise en condition et une réhydratation prudente en l'absence d'OAP associée. Un régime normosodé avec le patient étant en hypoévolémie relative, déshydraté par activation intense du système rénine-angiotensine. Donc le patient étant en hypovolémie relative et déshydraté par activation intense du système rénine-angiotensine, on va lui faire un régime normosodé. On va lui donner un traitement antihypertenseur, IVSE pour baisse progressive de la tension artérielle avec des anticalciques comme la nicardipine, l'oxène ou un alpha-bloquant, urapidil, c'est le Présil. Si on a un tableau d'OAP, on va privilégier l'isosorbide dinitrate, c'est le Risordan. Et on va viser 160-110 mm de mercure en 2 à 6 heures ou une diminution de 25%, sauf en cas d'AVC ou de dissection aortique. On va traiter les complications et on va prendre en charge le facteur déclenchant. On va faire une surveillance de l'efficacité et de la tolérance et on va faire un traitement étiologique si possible. Voilà, c'était tout pour l'HTA de l'adulte.